lorsque l'affaire des Panama Papers a été révélée, de suite ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, tiens, journalisme de données d'un côté, données assez volumineuses, on le verra plus en détail tout à l'heure, et du coup, des technologies liées au domaine du big data ont forcément été utilisées. Donc, j'ai commencé à effectuer des recherches. Alors, il commence à y avoir un petit peu plus d'informations maintenant, mais c'est vrai qu'au tout début, c'était assez compliqué. Et ben voilà, tout ça maintenant est inclus dans cette présentation. J'ai fait en sorte qu'elle soit pas trop technologique, pas trop technique, abordable par tout le monde, parce que je pense qu'on a un panel assez hétérogène ici, et puis d'ailleurs c'est tant mieux. Et puis bon, néanmoins, il y a quand même quelques petits termes. Donc moi, j'ai essayé de franciser au maximum mon discours, parce que c'est vrai que généralement, dans la technique, on a tendance plutôt à utiliser l'anglais. Néanmoins, parfois, ne soyez pas surpris s'il reste que quelques termes anglais ou même quelques néologismes issus de la contraction de plusieurs termes. Ça, c'est le propre un peu de notre métier. Donc, on va commencer déjà. Donc, dans ce que l'on va voir, ça va être décomposé en 5 points. Déjà, je vais rapidement rappeler ce qu'était l'affaire, même si j'imagine que tout le monde ici l'a encore très bien en tête. On zoomera ensuite sur l'aspect données lié à cette affaire. Et puis, ce qui est vraiment la finalité de cette présentation, c'est de savoir justement quels moyens, quelles techniques ont été mises en œuvre pour pouvoir justement traiter toutes ces données. On fera un petit point après sur les méthodes d'investigation qui ont été utilisées par les journalistes et enfin l'organisation, c'est-à-dire comment les journalistes, les différentes équipes se sont organisées pour mener à bien cette enquête. Je devrais même plutôt dire 16 enquêtes parce qu'il y en a vraiment plusieurs et ça continue, ce n'est pas terminé. Voilà, donc déjà pour commencer, l'affaire, la société qui est au centre de cette affaire, c'est un cabinet de juristes qui s'appelle Mossack Fonseca, du nom des 2 fondateurs, qui est basé au Panama, d'où le nom Panama Papers. Et la spécialité de cette société, c'est justement de permettre de faciliter, soit pour des personnes privées, soit pour des entreprises, de créer des sociétés qu'on appelle des sociétés offshore, c'est-à-dire en français qu'on appelle des sociétés extraterritoriales. Et ce n'est pas une petite société, parce qu'il y a 40 agences dans le monde, donc c'est quand même, ce n'est pas un petit acteur dans le domaine de l'offshore. Très rapidement, afin de désenflammer le débat, un petit rappel, c'est qu'en soi, créer et passer par le biais d'une société offshore n'est pas illégal. Par contre, au niveau de l'administration fiscale française, on se doit de déclarer tous ses revenus. Et c'est là où généralement le bas blesse avec l'utilisation d'une société offshore, c'est que très souvent, malheureusement, elle est utilisée comme société écran pour justement se soustraire à l'impôt ou même dans des cas beaucoup plus extrêmes pour blanchir de l'argent. Là, on parle plutôt de système mafieux criminel. Donc l'affaire, elle commence début 2015. En fait, c'est un employé, ce qu'on appelle communément un lanceur d'alerte, qui a décidé de faire fuiter ces données. Ce ne sont pas des petites données, ce n'étaient pas quelques informations, parce que ça représentait plus de 2000 comptes offshore qui ont fuité, avec bien entendu tous les contrats qui sont associés à ces différents comptes, donc avec des interactions entre personnes, sociétés, juristes, et ceci pour quasiment plus de la moitié des pays dans le monde, même plus des 2/3. Donc vraiment quelque chose de très important. Et ces données, pour l'instant, ont été, au départ, ont été en fait renvoyées vers un quotidien allemand. Alors vous m'excuserez, je ne maîtrise pas du tout la langue de Goethe, donc j'ai regardé sa traduction en français. C'est le Journal du Sud de l'Allemagne du Sud. Voilà, surtout que nous sommes filmés, donc je ne voudrais pas que ad vitam ma piètre prononciation en langue allemande fasse le tour du net. Voilà, donc c'est ce journal en tout cas qui a récupéré ces données. Ils se sont très rapidement rendus compte que de par la masse de ces données, ils n'allaient pas pouvoir adresser la problématique à eux seuls. Et donc ils ont fait appel à un consortium de journalistes qui s'appelle l'ICIG, auquel donc ce fameux quotidien appartient, et qui a l'habitude de travailler sur ces affaires parce qu'ils ont déjà travaillé sur les Offshore Leaks, sur les Swiss Leaks, sur les Lux Leaks précédemment. Et donc, en fait, ce consortium, qu'on peut un peu voir comme une association, regroupe en fait, des médias du monde entier et donc permet en fait, la mise en interaction de ces différents médias et des différents journalistes pour en fait, mettre à disposition une force de frappe qui va permettre de traiter ce genre de problématiques.
Les premières publications, du coup, sont sorties le 3 avril 2016. Vous voyez quand même pas mal de temps après. Alors, il y a une tous les journaux se sont coordonnés pour ne rien révéler avant, et j'en touche un mot d'ailleurs à la fin au niveau de l'organisation. Et voilà, tout est arrivé. Donc le 3 avril, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un lundi. Et donc on a eu pas mal de unes dans la presse internationale. Pour la France, c'était Le Monde, par exemple, qui est membre de cet organisme. Et donc ça représente à ce jour la plus grosse fuite de données financières. Voilà juste un petit point de détail par rapport justement aux personnes et aux organismes qui ont été impliqués. Là, on ne parle pas de quelque chose qui est neutre, qui est petit, puisque ce sont plus de 100 organismes de presse dans le monde, au total 370 journalismes. Alors, les informations varient sur ce nombre-là, parfois on voit 350, parfois 380, bon. On a un chiffre qui nous donne quand même un ordre de grandeur, et tous ces organismes de presse sont répartis sur 80 pays dans le monde. Donc encore une fois, voilà, quand on parle de force de frappe, voilà, c'est vraiment quelque chose de conséquent. S'en est suivi donc tout un tas de révélations. Ici, je vous ai mis une capture d'écran avec le lien sur le site dédié aux Panama Papers de l'ICIJ, qui est extrêmement bien fait et qui met d'ailleurs en pratique certaines technologies dont je vais vous parler par la suite. Donc, si vous êtes intéressé ensuite pour voir voilà, à quoi ça peut ressembler en vrai, vous allez sur ce site, vous allez voir, c'est très très bien fait. Donc là, il s'agit d'hommes politiques, selon les pays, voilà, ça peut être aussi des personnalités, des financiers, des footballeurs, enfin tout type de personnes pour lesquelles on a trouvé des affaires. Quelques points marquants quand même à remarquer, d'ailleurs les contradicteurs, un peu, les personnes un peu critiques par rapport à ces fuites de documents n'ont pas manqué de pointer ça, c'est que dans toutes les sociétés qui ont fuité, il y a très peu de sociétés américaines. Donc de suite complot, enfin... Je ne sais pas, une des raisons pour ça, éventuellement, il y en a peut-être plusieurs, il y a peut-être un complot aussi d'ailleurs, mais une des raisons en tout cas, c'est que en fait, les sociétés américaines n'ont pas besoin d'aller chercher très loin pour bénéficier de paradis fiscaux. Parce qu'au sein même des États-Unis, il y a un État qui s'appelle le Delaware, et qui joue le rôle d'un paradis fiscal parce qu'elle a des conditions très très privilégiées pour les sociétés. Il faut d'ailleurs savoir que 50% des entreprises américaines cotées en bourse sont inscrites dans cet État. Donc, ceci expliquant cela, ça peut être une des raisons qui permet de dire qu'en fait, on n'a pas trouvé autant de données que ça sur les sociétés américaines. L'autre fait marquant, c'est que même si les données ont fuité en 2015, début 2015, en fait, elles avaient fuité 3 fois auparavant. Sauf que ce n'était pas aussi bien coordonné. Les données en fait avaient fuité sur le dark web, donc déjà quelque chose de très difficilement accessible. Il faut déjà être assez pointu pour savoir où les trouver. Et puis ces données étaient incomplètes, donc difficilement exploitables. Moi, ce que je me suis permis de rajouter, c'est que peut-être qu'aussi, à l'époque, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas encore idée de comment exploiter ces données de par la volumétrie qu'elles représentaient et leur caractère hétérogène. Voilà, donc ça c'était pour vous rappeler rapidement l'affaire. Maintenant, on va voir en fait cette affaire plus en détail, mais sous l'angle des données, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, la plus importante fuite de données financières de l'histoire, ça représente quoi? Ça représente 40 années d'historique. Donc ça va de 1970 à 2015, donc date de la fuite. Et en poids, ça représente 2,6 téraoctets de données. Alors les plus geeks d'entre vous matérialiseront immédiatement ce que ça représente. Moi, je me suis amusé à faire une petite représentation. Ça représente en stockage 665 DVD, ce qui fait que si vous les empilez en hors de leur boîte l'un sur l'autre, ça fait une pile de 9,30 m. Je crois que j'ai regardé la moyenne de l'épaisseur d'un DVD pour 9. Donc, vous aurez accès à la méthodologie par la suite. Un poids de 10 kg. Ça encore, ça peut se transporter dans un sac à dos. Par contre, je n'ai pas calculé le volume. Et autrement, pour ceux qui sont plus branchés musique que vidéo, ça fait plus de 18 000 albums MP3. Donc, une belle collection de musique. Donc en tout cas, voilà, énormément de données, en tout cas des volumes que l'on n'avait pas eu à adresser par le passé, au niveau des enquêtes de data journalisme. Alors,
il y a cette image-là qui est très bien justement du journal de l'Allemagne du Sud, qui permet, cette fois-ci non pas en valeur absolue, mais en valeur relative, de voir ce que représentent ces données par rapport aux fuites précédentes, notamment celles que j'avais évoquées, comme les Offshore Leaks et les LuxLeaks. On voit que les Offshore Leaks, c'était déjà pas mal. En termes de volume, sachant qu'un petit carré représente 1 gigaoctet. Mais bon, là, on voit qu'avec les Panama Papers, on explose tous les records parce qu'on est sur quelque chose là qui est beaucoup plus volumineux. J'en reparle tout à l'heure, mais voilà, quand on est sur des données type LuxLeaks, SwissLeaks, on se dit, bon, ça, pas de problème, je prends mon ordinateur personnel comme ce que j'ai ici, j'arrive à traiter les données, ça sera peut-être parfois un petit peu long, mais en définitive, je n'ai pas besoin de beaucoup de technologie pour traiter ça. Un petit peu plus compliqué déjà avec l'Offshore Leaks. Par contre, avec les Panama Papers, bon là, on atteint quand même les limites, en tout cas, d'un ordinateur personnel. Il faut déjà rentrer dans l'utilisation d'infrastructures beaucoup plus conséquentes. Et parfois, ces infrastructures, justement, ne suffisent pas. Donc, au sein de ces 2,6 téraoctets de données, en fait, on a plusieurs choses. Ce sont essentiellement des documents, plus de 11 millions. Et oui, parce qu'il s'agit en fait de contrats. Donc, des contrats, généralement, ce ne sont pas des tableurs Excel avec des chiffres, ce sont plutôt des documents écrits. C'est ça d'ailleurs qui rend aussi la chose assez compliquée dans le traitement. Donc, ce sont ces documents qui sont très hétérogènes, non structurés du coup, ce ne sont pas des beaux tableaux, et en plus sont avec des vieux formats, comme vous pouvez le voir. Sur .doc, c'est le vieux format qu'il y a sur la suite Office de Microsoft. Pareil pour le .xls, des PDF, des .msg qui sont les formats de messagerie d'Outlook. Là aussi, on n'est vraiment pas sur du standard. Et puis aussi des images. Alors, ça pourra peut-être vous surprendre. Pourquoi des images? C'est parce qu'en fait, généralement, à chaque fois qu'il y a un contrat, on associe avec un scan du passeport. Et vous allez voir que par la suite, cette image, elle va pouvoir être exploitée aussi. Et le numéro du passeport va pouvoir être exploité et faciliter les recherches dans le cadre des investigations. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a très peu de chiffres, ce qui déjà change le caractère de l'investigation, parce que généralement, quand on parle de traitement massif des données, voilà, ce sont plutôt des chiffres, beaucoup de chiffres, et puis on mouline ça et on obtient d'autres chiffres. Là, on est plutôt sur de l'analyse textuelle. Il y a des données complémentaires qui ont été utilisées, néanmoins, qui sont des données en open data. Alors, nous aussi, en Europe, nous avons... je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, nous avons notre propre paradis fiscal avec le Luxembourg. Néanmoins, le registre du commerce luxembourgeois est disponible en open data. Donc ça peut faciliter certaines investigations, notamment par rapport à des sociétés européennes ou qui sont hébergées au Luxembourg. Donc je pense qu'on doit retrouver les Google, Amazon et autres Microsoft. Au niveau de la France, il y a des sites comme société.com ou verif.com qui ont aussi été exploités. Alors eux, par contre, n'exposent pas leurs données en open data. D'autres moyens, ce que l'on appelle du data scrapping ou du web scrapping, ont été utilisés pour aller extraire aussi tout le registre. J'y reviens aussi un peu plus tard. Voilà, une autre présentation là, qui vient du monde, qui permet de voir en fait, quelle est la proportion des différents types de documents. On se rend compte qu'en fait, essentiellement, ce sont des emails. Et oui, parce que généralement, on peut imaginer que dans le cas de l'établissement d'un contrat, il y a beaucoup d'échanges. Les personnes ne se déplacent pas forcément au Panama, même si ça peut être fort agréable pour établir le contrat. Tout se fait à distance, donc énormément de mails, même si probablement beaucoup de mails sont des mails à caractère personnel dedans, il a fallu faire le tri. Tout de même, quelques bases de données, beaucoup de PDF. C'est-à-dire les contrats, on peut imaginer qu'ils sont en PDF, parce que généralement, le contrat, on l'envoie par mail. Le moyen privilégié pour ça, c'est le document PDF. Des images, comme je mentionnais tout à l'heure. Et puis, autrement, des documents texte. Et puis l'autre, c'est tellement petit que je pense que ça n'a probablement pas ou peu été utilisé. Donc voilà maintenant pour ce qui est de la donnée par rapport aux Panama Papers. Maintenant, on va aborder un gros bloc. C'est là où il va falloir être attentif, et je vais essayer de rester le plus dynamique possible pour vous maintenir éveillé, qui est la mise en œuvre. Afin de mettre tout le monde sur le même niveau d'information, je vais commencer par une petite définition de ce qu'on appelle le big data, ou mégadonnées en français. Parce que c'est vrai qu'il y a pléthore de définitions que l'on peut trouver, mais parfois ça peut être un concept un peu fumeux, un peu difficile à appréhender. Moi, je me suis risqué une petite définition que je donne souvent lorsque je dois résumer la chose en une phrase. En fait, on peut considérer que l'on a affaire à des mégadonnées, ou à du big data, à partir du moment où on a des données qui ne peuvent plus être exploitées sur notre propre poste,
par rapport à différents critères, qui peuvent être combinés ou pas d'ailleurs. Soit on a des données trop volumineuses, c'est clairement le cas avec les Panama Papers, soit ce sont des données au caractère hétérogène, c'est aussi le cas, donc du coup je vais devoir mettre en œuvre différents types de technologies qui ne sont pas forcément hébergeables sur un simple poste de travail, soit leur vitesse de création ou d'assimilation font que voilà, il faut une infrastructure dédiée pour ça. Donc clairement pour les Panama Papers, on est dans les deux premiers cas, on ne l'est pas pour le deuxième, pour le troisième. Et en fait, ces trois éléments, ce qu'on appelle les 3 V, constituent en fait le pilier fondateur, le triptyque fondateur du Big Data. Il y en a d'autres après, hein, comme la véracité, la valeur, la visualisation. Mais ça, ce sont les 3 premiers piliers qui ont été utilisés pour définir le Big Data. Et afin de mieux vous rendre compte, je vous ai mis 3 cas. Premier cas, la base Sirène, hein, qui est tout nouvellement en open data, grâce à la loi pour une république numérique, depuis le début de l'année, vous avez accès en open data sur le site datagouv.fr aux 10 millions d'établissements répertoriés en France. C'est un fichier qui pèse plus ou moins 8 gigaoctets. Ça, clairement, c'est ce qu'on appelle de la small data. On peut le traiter sur un poste. On n'a pas besoin d'avoir des serveurs. Vous pouvez utiliser les serveurs si vous voulez, mais bon, vous pouvez le traiter sur votre propre poste de travail. Là-dessus, pas de problème. Deuxième exemple, si on prend des données de géolocalisation du téléphone et qu'on utilise, par exemple, comme sur les téléphones comme ça, une petite application qui permet de trouver son itinéraire facilement et qui, en fonction des bouchons, va nous dire non, passe par là plutôt que par là. Chose que l'on utilise en permanence. Là, on est clairement sur du big data. Pourquoi ? Parce que dans le temps, on va collecter énormément de données et en plus, on va avoir un afflux de données qui va être assez conséquent. Pour citer une application donc, que vous devez tous connaître qui s'appelle Waze, voilà, qui s'appuie en fait sur le système collaboratif. Donc, ce sont tous les téléphones en fait, qui envoient de façon très régulière leur emplacement. Ça permet aussi de calculer la vitesse, etc., la densité. Bon, il faut clairement derrière des infrastructures et des technologies qui permettent d'adresser ce type de demande. Et là, on est clairement sur du big data. Et puis un dernier exemple, c'est sur le vol d'une flotte d'avions, dans le cadre de ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, hein, pour essayer de prédire quand est-ce qu'un moteur ou la pièce d'un avion va casser, pour justement la réparer avant que ça n'arrive. Il faut savoir que pour un Boeing 787, ça génère 0,5 téraoctets de données par vol. En fait, c'est bourré de capteurs partout. Et donc, on a énormément de données. Donc, ces données sont collectées une fois le vol effectué et donc, bien entendu, sont conservées et il y a énormément de calculs qui sont effectués dessus. Donc là, pareil, on est avec énormément de volumétrie. On n'a plus l'aspect vélocité qui est important. Et là, on est sur du big data. Donc, voilà pour cette définition qui, j'espère, aura permis de mettre, si ce n'était déjà le cas, tout le monde au même niveau d'information. Et on va revenir maintenant justement sur la chaîne de traitement de l'information dans les Panama Papers. Alors, il y a un petit workflow qui permet, ou diagramme de flux, pardon, qui permet de visualiser ce que c'est. Donc, comme on le disait, on a essentiellement des données textuelles, donc on part de documents bruts, et ces documents-là, il faut pouvoir les décoder, il faut pouvoir en extraire une information. Donc, il y a deux types d'informations dans un document. Il y a son contenu, ça c'est évident, c'est-à-dire le texte qui est en contenu dans ces documents, mais il y a aussi les métadonnées, qui sont en fait des données sur les données, comme l'auteur du document, la date de création, la dernière date de mise à jour, le destinataire du document, etc., etc. Il faut savoir que ces informations, généralement, si elles ne sont pas aussi importantes, peuvent même être parfois plus importantes, ou en tout cas permettre de décrire à eux seuls les interactions qu'il peut y avoir entre des personnes. À ce sujet, il y a une jurisprudence au niveau du Parlement européen là, qui vient de sortir à la fin de l'année et qui considère en termes de protection des données que maintenant que les métadonnées doivent être protégées au même titre que les données parce que les métadonnées peuvent permettre de réidentifier des personnes. Donc ce n'est plus maintenant la protection des données, mais aussi les métadonnées. Et d'ailleurs, tous les gouvernements dotés de technologies d'espionnage, généralement, s'appuient là-dessus, c'est-à-dire qui a appelé qui, à quel moment, pendant combien de temps, et ce n'est pas tant le contenu du message qui est exploité. Donc il y a ces deux éléments-là qu'il va falloir extraire. Une fois qu'on les aura extraits, puis bien entendu remis en forme, on va les intégrer dans ce que l'on appelle une base de données, ou même plusieurs bases de données, on va le voir. Et puis le but derrière, bien entendu, parce qu'autrement tout ça ne servirait pas à grand-chose, c'est de permettre aux journalistes d'effectuer des recherches, de découvrir de l'information et de travailler le plus sereinement possible et le plus efficacement possible.
Donc voilà résumé les 5 points qu'on va voir ensemble, hein. Acquisition, classification, nettoyage, très important le nettoyage parce qu'une donnée qui n'est pas propre en fait est inexploitable, intégration, stockage et exploitation. Donc déjà au niveau de l'acquisition des documents, inévitablement comme il s'agit de documents texte et souvent de scan de documents, c'est pas trop problématique lorsque l'on a des PDF ou des documents Word, plus lorsque l'on a des images, on va devoir passer par de la reconnaissance de caractères. Et pour ça, il y a 2 technologies qui ont été utilisées. Alors, ne vous inquiétez pas, la présentation sera mise en ligne à disposition. Et à chaque fois, il y a les liens vers les différentes technologies, donc vous pourrez y avoir accès par la suite. Donc il y a 2 moteurs qui ont été utilisés, un qui s'appelle Nuix, qui est un moteur payant, et un deuxième qui s'appelle Tesseract OCR, qui lui est en open source. D'ailleurs, vous verrez que l'essentiel des technologies qui sont utilisées sont des technologies open source, et très peu des technologies payantes du marché. Et donc il a fallu aller traiter comme ça, reconnaître tous ces documents. L'estimation qui a été faite, c'est qu'il faut à peu près 10 secondes pour traiter un document. Oui, sauf qu'on a 3 millions de documents. Donc si on doit traiter en série tous ces documents-là, ça va prendre à peu près 1 année. Trop long dans le cadre d'investigation. Par contre, si on parallélise ces traitements, c'est-à-dire si on les distribue sur différents serveurs, on peut réduire considérablement le temps. Et là, ce qui a été fait, justement, par l'ICIJ, c'est d'allouer une trentaine de serveurs, et du coup, on descend à 1 semaine et demie. Donc, 1 semaine et demie de travail à temps plein, mais en 1 semaine et demie, on a l'intégralité des données qui ont été scannées. Et là, je pense que certains vont de suite dire « Ah ouais, mais 35 serveurs, ça coûte combien ? Ça va coûter très cher. » Et bien en fait, pas du tout. Après, pas du tout, tout est relatif, mais par rapport aux ambitions qu'on veut se donner, c'est très peu cher. Et ça, c'est d'ailleurs un des phénomènes qui a permis la démocratisation du big data, c'est ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire la location de ressources informatiques. L'informatique dans les nuages, hein, c'est l'autre terme utilisé. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin. Moi, je suis allé sur le site d'OVH, donc un cloud provider, enfin un fournisseur cloud, français. Un serveur, si vous louez pour 1 mois, donc je ne parle même pas pour 1 semaine et demie, mais pour 1 mois, un serveur avec 30 gigas de RAM de mémoire, donc déjà un bon serveur, avec 2 processeurs qui tournent à 2,4 GHz, vous arrivez pour 35 serveurs à 1 200 €. Donc voilà. C'est n'importe qui, enfin même un utilisateur lambda peut se donner les moyens d'aller traiter ça. Donc voilà en gros ce que ça a coûté. Là en l'occurrence, s'agissant de l'ICIJ, comme eux ils sont basés à Washington, ils ont plutôt utilisé Amazon. Mais voilà, le ratio est le même. Et puis surtout, avec ces technologies de scan, ça a permis d'avoir un degré un niveau de succès qui est quand même assez conséquent, parce que 99% des documents ont pu être correctement scannés et du coup derrière indexés pour traitement futur. Donc lorsqu'il ne s'agissait pas de documents, tout bonnement, on a utilisé un langage de programmation qui s'appelle Python, qui est très connu aussi par des développeurs, et qui a permis d'aller faire du scrapping de données. Je parlais de verif.com par exemple tout à l'heure, pour aller chercher sur les sites, naviguer automatiquement page par page, pour aller extraire les montants qui nous intéressent ou les adresses qui nous intéressent, ou pour tout simplement aller extraire des données structurées de fichiers, de formats de base de données. Donc rien de particulier là-dessus. On va passer maintenant à l'étape suivante, assez intéressante aussi, parce qu'on a nos documents qui sont maintenant convertis dans un format texte, donc on peut supposer un fichier texte. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça maintenant ? Il y a une technologie qui est assez remarquable pour ça, qui s'appelle Apache Tika, et qui permet en fait d'aller assimiler tous les documents, de reconnaître automatiquement leur type, d'aller en extraire automatiquement des métadonnées. Donc on n'a pas besoin de le faire manuellement, de détecter même le langage, ce qui peut très bien servir après pour de la traduction automatique ou pour ajouter une métadonnée. Voilà, le langage de ce document est l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand. Et tout ça, de le faire dans un mode semi-automatique, même complètement automatique, une fois que ça a été configuré. Pour ça, l'ICIJ a développé un petit outil en interne supplémentaire qu'ils ont aussi mis en open source et donc qui est exploitable dans le cadre d'autres projets. Donc ça, c'est une technologie qui est assez centrale, justement, parce que c'est comme ça que l'on va passer de documents texte brut à de l'information qui, derrière, va pouvoir commencer à être assez exploitable.
Alors, je vous ai rajouté une petite digression, mais je vais très rapidement passer dessus pour pas trop vous goinfrer le cerveau. Mais c'est vrai que quand on parle de classification de documents, de suite on pense analyse textuelle. Et donc il y a différentes méthodologies qui sont utilisées pour par exemple réduire le nombre de mots qui sont contenus dans un document. Ça facilite derrière la recherche, ça facilite la classification d'un document. Si on souhaite ensuite rechercher un document qui contient à chaque fois le terme contrat ou contractuel ou contractualisé, etc., on aura besoin de saisir qu'un seul terme de base et ça permettra de le retrouver facilement. Donc il y a différentes techniques comme ça. Les n-grammes, c'est un mot très intelligent, mais en fait vous l'utilisez au quotidien sur votre téléphone portable lorsque vous faites de la saisie assistée. Vous commencez à saisir un mot, un deuxième, et il va vous proposer les quelques mots qui suivent derrière. Et ça, pour la recherche, pour le journaliste, ça va aussi être très intéressant, parce qu'il va pouvoir commencer à saisir quelques termes, et puis on va lui proposer de suite ce qui va derrière, ce qui permet d'orienter ensuite sa recherche, et de ne pas tirer comme ça au hasard pour telle ou telle recherche. Mais bon, ça j'y passe très très rapidement. Si vous voulez aller plus loin, un petit peu de promotion ne fait pas de mal. Colin, qui est derrière vous, très discret pour le moment, a rédigé pas moins de 4 articles, félicitations Colin, justement sur le text mining avec un environnement d'analyse qui s'appelle R, donc qui est très connu des journalistes de données et des statisticiens. Et puis, eh bien, il y a aussi Rémi, qui est juste à côté aussi, vous pourrez aller discuter avec lui tout à l'heure, qui a un blog où lui, il effectue de l'analyse du langage sur les discours politiques de la campagne présidentielle. Donc je vous invite aussi à aller sur son blog qui est très intéressant. Voilà, c'est l'occasion de glisser quelques informations. Puis bon, vous cherchez Natural Language Processing ou par exemple sur n'importe quel moteur de recherche, vous trouverez pléthore de documentation en la matière. Voilà, donc maintenant on a nos données qui sont classifiées. Malheureusement, ces données ont beau être classifiées, elles ne sont pas toujours encore complètement exploitables parce qu'elles ne sont pas encore harmonisées, elles ne sont pas encore complètement propres. Et pour ça, il y a un logiciel, encore une fois open source, qui est issu des laboratoires de Google, qui s'appelle OpenRefine, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, parce qu'il m'arrive de l'utiliser à titre personnel, et qui est vraiment fantastique, parce qu'il permet très très simplement et visuellement d'harmoniser des données. Je vous ai mis ici un exemple tout simple pour vous rendre compte de ce que ça peut permettre de faire. Imaginez que vous avez une source de données avec une colonne pays, et parfois vous avez France, ou FR, ou FRA. Et il va détecter tout ça, et il va vous proposer de remplacer tout ça par France. Pareil avec le cas typique US, U.S.A, USA, United States of America, etc. Il va reconnaître en fait ces différents motifs et vous permettre de les harmoniser. Ce qui derrière va faciliter la recherche et la catégorisation de ces données. Donc nettoyage des données, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui est qui est central à ce niveau-là. Et puis, une fois qu'on a nettoyé ces données, qu'on les a collectées, il faut passer par ce que l'on appelle de l'intégration de données, c'est-à-dire on utilise une technologie qui va permettre d'aller injecter ces données dans des bases de données. Là, c'est une technologie open source aussi qui a été utilisée, qui s'appelle Talend. Voilà ce que l'on appelle dans le jargon un ETL pour Extract, Transform, and Load. On arrive maintenant sur la partie base de données, et là on va voir encore une fois que les choix ne sont pas anodins. Alors je passe très vite sur la deuxième Redis, qui est une base de données mémoire, parce que ça c'est plus pour du confort pour les utilisateurs, pour permettre des accès extrêmement rapides. On sait que la mémoire, c'est quelque chose qui en mémoire est plus rapidement accessible que quelque chose qui est sur un disque par exemple. Par contre, ce qui est beaucoup plus stratégique, ça c'est le premier choix stratégique pour moi, c'est Apache Solar. Apache Solar, c'est une technologie de moteur de recherche. Peut-être certains d'entre vous connaissent Elasticsearch. En fait, ces deux technologies sont basées sur les mêmes librairies derrière qui s'appellent Lucene. Et ça va vous permettre d'avoir à domicile un moteur de recherche comme Bing, comme Google, comme Qwant, etc. C'est-à-dire que ça va permettre aux journalistes, dans une barre, d'aller saisir une recherche et d'avoir son résultat automatiquement. Et quand je parle d'avoir son résultat automatiquement, ce n'est pas 3 heures plus tard. C'est-à-dire, c'est avec les mêmes niveaux de performance que ce que l'on a aujourd'hui avec les moteurs de recherche qui sont en ligne, parce que ce sont des technologies similaires. Et ça va être très pratique, surtout que, souvenez-vous, on travaille beaucoup avec des données texte. Donc ce ne sont pas des montants que l'on cherche, ça peut être le nom d'un homme politique, le nom d'une personnalité, etc., le nom d'une entreprise.
Et la deuxième technologie qui, à mon sens, est vraiment centrale au niveau des Panama Papers, c'est Neo4j, qui est un moteur de base de données orienté graphe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base de données orientée graphe? Je vous ai préparé une petite présentation qui tente de vulgariser la chose. En fait, une base de données orientée graphe permet de stocker de l'information qui est généralement organisée en réseau. Quand on pense réseau, comme un réseau social. Réseau social, donc ça peut être Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Donc, en fait, les données sont stockées par rapport à ce que l'on appelle des nœuds ou des arcs qui sont reliés entre elles. Je vous ai donné ici un petit exemple qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre. Donc, dans le cadre, ici, j'ai le modèle de mes données qui permet de dire que A est ami avec B. Donc, ça, c'est un premier type de relation. B possède un véhicule de la marque C. Ça, c'est un deuxième type de relation. C est construit par D et A travaille chez D. Et donc, un des exemples, c'est que Paul est ami avec Émilie. Émilie possède une Citroën C3. Citroën C3 est construit par PSA. Et Paul, donc le Paul du début, travaille chez PSA. Et ça va derrière, du coup, permettre d'effectuer des recherches en réseau qui sont extrêmement performantes et qui ne seraient pas envisageables avec des systèmes de base de données classiques de type base SQL. Je vous ai donné un exemple, là je ne mentionnerai que le premier, qu'on imagine tout à fait mettre en œuvre dans le cadre d'une campagne marketing visant à favoriser la cooptation. Voilà, Citroën qui décide, ou PSA, je veux la liste des employés, de tous mes employés qui ont des amis, qui ont un véhicule qui n'est pas construit chez nous. Ce qui permettra ensuite de dire aux employés, en cooptant ton ami, toi tu vas toucher une certaine somme. Ça se fait aussi très souvent dans le recrutement, mais voilà, ça sont des exemples, et ça s'exprime de façon très très simple avec des bases de données orientées graphes. C'est possible de le faire aussi avec des bases de données classiques, c'est pas du tout performant, ça va pas vite, et c'est pas pratique, et c'est très tordu à exprimer. Alors que là, en plus derrière, il y a tout un langage qui certes reste technique, mais favorise justement l'expression de ses besoins. C'est aussi énormément utilisé dans la détection de fraude. On comprend pourquoi, parce que la fraude évoque toujours en fait des interactions entre des entreprises, entre des personnes, entre des comptes en banque, ce genre de choses. Et là, pour les Panama Papers, en fait, le modèle de données orienté graphe, il est très très simple. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais voilà, un modèle n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Ce qui compte, c'est l'information qu'il y a dedans et les types de recherches que l'on va pouvoir effectuer. Sachant que c'est vrai que pour les sociétés offshore, parce que généralement le jeu avec les sociétés offshore, c'est de ne pas en avoir une, c'est d'en avoir plusieurs en cascade, avec des intermédiaires et des personnes qui ont des contrats qui ne sont pas les mêmes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient un enfer à détecter et on n'arrive pas à savoir qui est l'ultime bénéficiaire derrière. Sauf que là, avec les fuites, justement, on va pouvoir redessiner en fait tout ce réseau et effectuer des recherches avec ce type de technologie. Donc base de données orientée graphe. Ça, c'était pour la partie stockage, intégration. Et maintenant, la plus intéressante, bien entendu, parce que, voilà, encore une fois, c'est ça toute la finalité de ce projet, c'est l'exploitation des données. Alors là, il y a quelques technologies qui ont été effectuées, qui ont été utilisées. Une première qui s'appelle Blacklight, donc, qui est utilisée en fait comme frontale pour le moteur de recherche, qui va permettre de faire des recherches à la Google ou à la Quant. C'est assez drôle parce que ce moteur-là, avant, ce frontal, il était utilisé dans le monde des libraires. Donc comme quoi, on peut toujours détourner des technologies qui ont déjà été mises en place pour d'autres besoins. Et une des particularités de Blacklight, c'est qu'elle permet la recherche de facettes, ce qui est très efficace, la recherche par facettes, ce qui est très efficace pour la découverte des données. Alors pour ceux qui auraient du mal à percevoir ce que c'est qu'une facette, je vous ai donné j'ai pris un petit exemple avec le site de Rennes Métropole, le site Open Data. Alors, sur l'écran, c'est un peu flou, excusez-moi, donc je vais vous montrer. Donc en fait, ici, on a une recherche où on veut toutes les sources de données qui traitent du transport. Sur le cadre central, donc, on voit qu'on a nos sources de données qui traitent du transport. Et là, sur la gauche, dans le cadre bleu à gauche, on a des facettes qui caractérisent la donnée de mon résultat et qui va me dire, par exemple, alors là aussi, c'est pas très visible, mais que parmi tous mes résultats, j'ai 20 jeux de données qui concernent l'année 2014, 10 jeux de données qui concernent l'année 2015 et 6 qui concernent 2016. Et de la même façon, dans le cadre bleu à gauche, on a des facettes qui caractérisent la donnée de mon résultat et qui va me dire, par exemple, alors là aussi c'est pas très visible, mais que parmi
tous mes résultats. J'ai 20 jeux de données qui concernent l'année 2014, 10 jeux de données qui concernent l'année 2015 et 6 qui concernent 2016. Et de la même façon, j'ai 10 jeux de données qui concernent des données de la Star, 5 données qui concernent des données de Vélostar, et ainsi de suite. Donc, le double avantage de ça, c'est que ça permet très rapidement, en un coup d'œil, de visualiser un peu, caractériser un peu le contenu de notre résultat, et puis bien entendu d'aller agir sur ces facettes comme un filtre pour approfondir notre recherche et arriver vraiment à la donnée qui nous intéresse. Je vous ai dit que jusqu'à maintenant qu'il y avait uniquement des technologies open source qui étaient utilisées. Alors il y avait déjà Nuix pour la reconnaissance de caractère qui n'était pas open source. Et en voici une seconde pour cette fois-ci l'exploration des données qui s'appelle Linkurious, qui est une start-up française. Alors on a énormément parlé d'eux avec les Panama Papers. Hein, ça a donné un coup de projecteur sur cette petite start-up qui avait donc décidé de collaborer avec l'ICIJ. Et en fait, c'est un logiciel client hein, qui permet de proposer une interface conviviale pour les journalistes qui vont permettre d'effectuer l'exploration des données sous forme de données graphes voilà, qui sont stockées dans Neo4j. Là, je vous ai juste repris pour vous permettre de voir un peu plus à quoi ça ressemble. Donc ça vient directement de leur site. Hein. Je vous invite aussi à y aller pour voir un peu plus dans le détail ce que ça permet de faire. Mais voilà ce que le journaliste peut avoir typiquement face à lui. Donc on retrouve hein, sur chaque roue, en fait, ce sont les fameux nœuds et puis les arcs qu'il y a entre eux. Et puis le journaliste n'aura qu'à double-cliquer sur un des nœuds pour zoomer, pour afficher plus d'informations et poursuivre comme ça sa recherche. Donc, voilà, et puis éventuellement appliquer des filtres, mettre des couleurs différentes en fonction de la nature de telle ou telle information. On voit là clairement qu'on n'est plus du tout dans le moteur de recherche classique ou le requêtage classique tel qu'on pouvait le connaître jusqu'à maintenant. On est sur quelque chose de beaucoup plus évolué, de beaucoup plus poussé. Et ce que permet justement le stockage sous forme de base de données orientée graph, encore une fois. Si vous voulez jouer avec ça, justement, je vous invite à aller sur le site des Panama Papers de l'ICIJ où vous pouvez effectuer vos propres recherches en ligne et vous pouvez voir justement l'interface qui a été mise à disposition et qui justement exploite cette dernière technologie. Je vous promets après, c'est terminé, qui s'appelle, alors c'est un nom un petit peu drôle, qui s'appelle Popoto.js. Et qui est en fait une techno pour développeurs, hein, qui est une interface web pour de la recherche orientée graph. Donc les développeurs ont pris ça, ont mis en place un site, et c'est cette technologie-là qui est utilisée sur le site de l'ICIJ. Donc là, encore une fois, la technologie vraiment au service des utilisateurs et pas l'inverse. Voilà donc pour la chaîne de traitement des Panama Papers. Donc j'ai repris le diagramme de flux initial et puis j'y ai collé les différentes technologies. Comme ça, vous pourrez facilement les visualiser et voir comment elles s'imbriquent les unes derrière les autres. C'est vrai que quand on voit ça comme ça, c'est pas très difficile en fait. Voilà, quelque chose peut-être qui va plus intéresser maintenant les journalistes, qui sont les différentes méthodes d'investigation, parce que tout ce travail qui a été effectué, c'est bel et bien pour pouvoir avoir effectué des recherches de façon très efficace. Et ça, justement, ce sont ces technos qui vont les permettre. Alors, généralement, ce qu'ont fait les journalistes, c'est qu'il y avait une telle quantité d'informations qu'il fallait bien commencer par quelque chose. On ne peut pas aller essayer de taper au hasard pour voir « Ah oui, tiens, là j'ai trouvé quelque chose » et puis tirer le fil ensuite. Donc rien de plus simple en fait, hein, il suffit de commencer par des listes. Alors c'est vrai que certaines vont nous venir immédiatement à l'esprit, hein, comme les listes de chefs d'État, de chefs d'entreprise, de personnalités publiques, de criminels aussi, hein, bien entendu, d'athlètes de haut niveau. Hein, par exemple, pour la France et même pour l'Europe, les footballeurs n'y ont pas coupé. Ils ont été intégrés. Donc les parlementaires, etc. Au niveau français, il y a aussi la liste des 500 familles les plus riches qui ont été inclus, donc qui viennent de Challenge. Et puis l'équivalent international qui est la liste de Forbes, qui permet aussi de commencer ces recherches. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que souvent, pour les sociétés offshore, on passe par des prête-noms. Donc on a aussi utilisé le nom des conjoints.
Il y en a une qui est très connue, très célèbre en ce moment. Voilà, mais aussi en passant par des numéros de passeport. Ah, vous vous souvenez, je vous parlais qu'il y avait des images au tout début. Ben, ces images, elles ont été scannées. Et de ces scans, on a extrait notamment les numéros de passeport. Puis je vous montrerai tout à l'heure justement comment on va pouvoir effectuer une recherche par rapport à des numéros de passeport. On a aussi regardé les seconds couteaux, c'est-à-dire ça peut être des assistants, ça peut être des personnalités politiques de second plan. Voilà, ça constitue déjà une bonne base pour commencer ces recherches. Et puis ensuite, c'est pas j'effectue une recherche et puis je regarde le résultat et puis je m'arrête là. Non, c'est un processus bien entendu itératif. Le résultat d'une recherche entraînant une autre recherche et une troisième et une quatrième et ainsi de suite. Donc c'est là aussi où le fait d'avoir derrière un environnement qui répond extrêmement vite est crucial. Processus itératif, si entre chaque recherche vous avez le temps d'aller boire un café et de causer avec votre collègue, non, c'est pas possible. Les journalistes abandonnent très vite, d'ailleurs, je dis les journalistes, n'importe qui abandonne très vite. Faut vraiment être extrêmement motivé. Alors d'autant plus quand on ne sait pas exactement ce que l'on cherche, ce qui est le cas au départ. Voilà, là aussi, je vous ai mis quelques termes techniques, mais je vais y passer très rapidement, parce que je vous parle là essentiellement de recherche interactive. Il faut savoir que parfois, il y a des recherches qui peuvent néanmoins prendre un petit peu plus de temps ou nécessiter un petit peu de développement de la part d'un technicien. Et donc là, tout simplement, on va lui demander, voilà, je veux le nom des 500 familles les plus riches de France. Bon, ça, c'est encore un exemple assez simple, mais ça peut être des demandes assez complexes dont on n'a pas besoin d'avoir un résultat immédiatement. Par contre, qui va nous permettre de constituer une liste, ces fameuses listes derrière qui vont être utilisées comme base pour nos recherches. Donc ça, c'est quelque chose, on appelle ça du batch search. Pourquoi? Parce que c'est fait, voilà, par exemple la nuit, puis on a le résultat le lendemain, ou on a le résultat 1 heure plus tard, mais ça ne nécessite pas d'interaction particulière. Et souvent, on a le résultat sous la forme d'un fichier. On l'a vu en recherche par mots-clés ou par facettes, je vous expliquais ça tout à l'heure avec le site data de Open Data de Rennes Métropole. Et là, avec Apache Solar, on est avec un moteur de recherche, donc on peut vraiment faire des recherches avec toute la palette d'outils que l'on a à notre disposition. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier dans les moteurs de recherche du mode de recherche avancé, mais en fait, la recherche, ce n'est pas juste mettre quelques mots-clés. Ça peut être aussi dire spécifier un type de fichier, spécifier l'année de création du document, ce genre de choses. Et donc là, j'ai un exemple très simple, mais on peut combiner, vous voyez, différents critères. Par exemple, tous les présidents et ministres en France, on pourrait rajouter entre telle année et telle année, voilà, etc., etc. Et puis, bien entendu, lorsqu'on effectue une recherche, on n'est pas forcément très sûr de la syntaxe d'un mot ou on n'est pas à l'abri d'une erreur de syntaxe dans les documents à l'origine. Et ça, ce n'est pas OpenRefine qu'on a vu, qui va permettre de changer la syntaxe d'une syntaxe erronée, en tout cas pas pour un nom propre. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la recherche, alors en français, recherche aléatoire, mais alors là, il vaut mieux dire fuzzy search, parce que c'est vraiment le terme qui est utilisé, ou plutôt recherche floue, plus précisément. Et par exemple, si vous recherchez Jean Dupont, Dupont-Jean, ça fonctionnera, avec un S ou un T d'ailleurs, ou un D. Jean-Édouard Michel Dupont, celui-là on ne peut pas le louper, on le trouvera aussi. Donc voilà, il faut aussi des moyens derrière qui permettent de faire qu'on fait facilement mouche, quitte à avoir un petit peu trop de résultats, mais on fait le tri derrière. Et ça c'est pareil, je vous ramène à tout ce qui est analyse textuelle, pour savoir comment notamment on peut faire ça. Il y a des techniques comme le calcul de la distance de Levenshtein ou des choses comme ça qui permettent de faire ça assez simplement. Toujours dans les modes de recherche, je vous parlais du recherche de passeport tout à l'heure, mais là j'ai pris un exemple avec un IBAN, parce que c'est vrai que souvent sur un contrat, il y a aussi un IBAN. Et alors, donner la capacité de rechercher un IBAN précis, bon, c'est pas mal, mais on ne va pas aller très loin avec ça, parce qu'on est déjà sur une recherche ciblée. Par contre, effectuer une recherche en indiquant « tu vas me ressortir tous les documents pour lesquels tu reconnais un motif contenant un motif qui représente un IBAN », là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et pareil d'ailleurs avec un numéro de passeport. Et pour ça, on utilise ce que l'on appelle une expression régulière. Donc, une expression régulière, tout simplement, c'est un formalisme qui permet d'indiquer en fait quelle est la composition logique d'un terme. Et là, je vous ai mis celle de l'IBAN. Donc,
Voilà, c'est un petit langage qui peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait, on y arrive très très vite. Et je vous ai donné un exemple de ce que ça peut donner en dessous. Alors, n'essayez pas celui-ci, c'est l'IBAN de la Banque de France, mais voilà, on voit clairement que non seulement l'IBAN a été reconnu, identifié, mais encore plus fort, même la structure de l'IBAN. Et je crois de mémoire que la partie en vert représente l'établissement. Donc on peut même, par exemple, effectuer une recherche qui sera « Recherche-moi tous les documents contenant un IBAN de la BNP Paribas », par exemple. Et donc, du coup, on peut très facilement cibler. Ça, ce type de recherche, encore une fois, c'est le moteur de recherche à page Solar qui le permet. Et encore une fois, avec donc les IBAN, les passeports, un email, tout simplement. Parce qu'un email, c'est un petit peu plus compliqué qu'une série de caractères avec un arrobase et une série de caractères. Un numéro de téléphone ou autre chose de ce genre. Donc tous ces outils-là étaient mis à disposition pour les journalistes. Néanmoins, alors là j'ai utilisé le terme de social engineering, mais tout simplement ça s'appelait décrocher son téléphone. À savoir qu'à un moment, lorsque l'on a des soupçons ou lorsque l'on veut valider certaines pistes, on va aller appeler les personnes concernées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'assez souvent, les journalistes ont obtenu plus d'informations que ce qu'ils pensaient avoir en appelant la personne concernée, parce que souvent, pour se dédouaner, la personne va en fait lâcher d'autres informations en disant non, mais c'est pas moi j'ai rien à voir là-dedans, contactez un tel. Et donc, ça permet de relancer la recherche. Ah, tiens, celui-là, je ne l'avais pas dans ma liste. Voilà un troisième couteau, pour le coup, qui n'était pas dans ma liste. Et je vais pouvoir effectuer des recherches comme ça. Donc voilà, on a beau être à l'ère du tout numérique et de la technologie. Voilà, le bon vieux téléphone sert encore. Voilà, ce qui a été important aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on est sur une telle quantité d'informations, formation qui n'est pas forcément simple à appréhender de par leur caractère, parfois très technique au sens juridique du terme, que croiser l'information avec d'autres personnes, c'est quand même pas mal avant de valider une enquête. Et donc, il y a tout un dispositif qui est issu du monde du collaboratif, du crowdsourcing, qui permettait de considérer que, on considérait comme fiable une information à partir du moment où elle avait été vérifiée par 3 journalistes différents, qui se mettaient d'accord pour dire, bon d'accord, est-ce que toi tu as remarqué ça? Dire, non, moi j'ai pas ça, tu as dû te tromper là. Enfin, voilà. Ensuite, c'est vraiment l'interaction, on revient vraiment dans de l'humain là, quelque part, mais avec derrière de la techno. Et puis, un gros rôle, un gros travail, en plus de toute l'infrastructure et de toute la technologie de la part de l'ICIJ, qui effectuait par ailleurs un travail de récapitulatif, en envoyant régulièrement des fiches de synthèse, des notes de synthèse sur différentes choses, parce qu'il y avait une telle masse d'informations, et ça c'est ce qui est souvent remonté par les journalistes qui ont témoigné derrière, qu'ils n'arrivaient pas à tout suivre. C'était impossible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se disent aujourd'hui, et il y a encore des affaires, je crois, qui sortent, et ce n'est pas fini, ce n'est que le début, parce qu'il y a une telle masse d'informations que, même avec 300 journalistes, il y a encore du travail. Alors, je viens juste après, ouais. C'est juste après. Pas tant que ça, en fait. Non, c'est ça qui est assez surprenant. Et voilà, on arrive justement à l'organisation. Alors, avant de s'appeler les Panama Papers, en interne, le nom de code, c'était Prometheus. Donc là, je vous ramène à la mythologie grecque pour donner un sens à ce terme. Donc là, je rappelle un des éléments qu'on avait vu au début. Donc c'est en gros 370 journalistes pour 80 pays, une centaine d'organismes. Ça a été 12 mois d'investigation pour l'ICIJ. Donc c'est énorme, c'est une année. Donc voilà, il faut du temps aussi pour mettre tout ça en place et pour lancer les investigations. Et pour répondre justement à la question qui vient d'être posée, alors au niveau de l'ICIJ, mais ce n'est pas que l'ICIJ, après ce sont tous les médias qui sont membres de ce consortium, mais au niveau de l'ICIJ, il n'y a que 12 personnes. Je crois qu'ils sont arrivés à 15 maintenant. Et avec uniquement la moitié qui est vraiment liée à la partie technique, traitement des données. Donc c'est pas énorme, ce sont vraiment des personnes, en plus qui sont éparpillées dans le monde entier, qui sont pleines de bonne volonté. C'est d'ailleurs pour ça que ce consortium existe, c'est qu'à un moment, eux donnent l'impulsion, mettent en place un cadre pour lancer les recherches. Il faut aussi après derrière la contribution de tous les journalistes.
L'autre élément qui est quand même important, c'est que la langue d'échange était essentiellement en anglais ou en espagnol. Et ça, on le comprend de suite lorsqu'on regarde cette carte issue de l'ICIJ aussi. C'est qu'effectivement, on le voit, c'est soit en Europe, donc bon, entre anglais, français, allemand, bon, tout le monde va se mettre d'accord pour parler anglais. Il y a énormément aussi de journalistes qui ont investigué au niveau de l'Amérique du Sud. Ils ont été très très présents. Alors sachant qu'après, à chaque fois, bien entendu, les journalistes d'Amérique du Sud ont plutôt traité d'affaires d'Amérique du Sud, les journalistes européens plutôt d'affaires européennes, mais ce qui n'empêche pas que des fois, ils se passaient le dossier. Ils disent, tiens, en cherchant quelque chose sur tel entrepreneur d'Amérique du Sud, je suis tombé en fait sur quelqu'un, sur un Européen. Alors 12 mois d'investigation, un petit peu moins donc, pour les journalistes qui ont été impliqués comme les journalistes du Monde en France. Vous vous rendez bien compte qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite pendant ces 12 mois. Ce qui a été d'ailleurs apparemment un gros phénomène, vraiment sujet à stress pour les interlocuteurs, parce que imaginez-vous mentir pendant 12 mois à vos collègues, à des personnes avec qui vous prenez le café, vous mangez le midi, vous passez quasiment plus de temps avec eux qu'avec le reste de votre famille ou de vos amis. C'est très très dur, surtout que dans un monde professionnel, souvent on dit tiens, tu travailles sur quoi en ce moment? Bon, ce n'est pas évident. Alors déjà, il faut savoir garder sa langue, mais en plus, il faut avoir quand même un environnement de travail qui va permettre de préserver tout ça. Alors là, je vous ai détaillé, en fait, c'est peut-être pas complètement exhaustif, mais en tout cas tout l'arsenal qui a été déployé. Alors bien entendu, chaque journaliste travaillait avec des postes de travail dédiés. Il ne s'agit pas de mettre ça sur l'ordinateur qui est sur le réseau de l'entreprise sur lequel un administrateur pourrait aller trouver certaines choses. Donc des postes intégralement cryptés. D'ailleurs, tout est crypté, c'est-à-dire même au niveau des mails, c'est-à-dire système de messagerie, ils sont passés par du cryptage, par un système de cryptage qu'on appelle PGP. Pour les messageries instantanées, ils ont utilisé la messagerie Signal, souvent mentionnée notamment par Edward Snowden, il me semble. Pareil pour l'authentification, là on ne peut plus se contenter d'un simple identifiant et d'un mot de passe. Il faut un troisième moyen, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'authentification multifacteur, c'est-à-dire vous loguez, donc, identifiant mot de passe, et puis sur votre téléphone vous allez recevoir un code et ce code vous allez devoir le saisir sur votre ordinateur. C'est de plus en plus utilisé, notamment pour les moyens de paiement. Voilà. Il y a Google Authenticator qui fait ça notamment, c'est ce qui avait été utilisé à l'époque. Alors, pour la petite anecdote, parfois ils ont dû lever un peu le pied sur le niveau de sécurité, parce que notamment pour les journalistes africains qui n'ont pas de smartphone à la mode, ça ne marchait pas. Donc parfois, et puis ce que racontent aussi pas mal de journalistes, c'est qu'à un moment, ils commençaient à en avoir un peu marre, parce que c'est vrai que trop de sécurité va aussi un peu dégoûter d'aller effectuer des recherches. Néanmoins, il faut quand même un minimum de moyens. L'autre élément essentiel par rapport à ça, je vous parlais de l'interaction, la collaboration entre les différents journalistes. Il y a un forum qui a été mis en place pour ça. Alors c'est plus qu'un forum, c'est un genre de forum Facebook à vocation professionnelle dédié aux Panama Papers et qui permettait en fait à chaque journaliste travaillant sur une enquête d'ouvrir un fil de discussion. Par exemple, enquête sur le Premier ministre du Mexique. Hop. Et puis, chaque personne peut aller se renseigner dessus ou pour aller compléter avec des éléments. Donc, ce qui favorise aussi la collaboration. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est en open source. C'est un développement maison, par contre, qui s'appuyait sur une technologie qui était déjà existante, qui s'appelle Oxwall. Donc voilà, on voit quand même, en plus des outils de recherche que l'on a précédemment vus, des éléments qui favorisent en fait la collaboration et qui font en sorte que le journaliste ne se sente pas seul non plus à un moment ou à un autre. C'est, je pense, essentiel pour autant de temps d'enquête. Juste un petit zoom sur la France, donc concernant Le Monde, qui est membre de l'ICIJ. Et eux, ils avaient aussi alloué 12 personnes. Alors, je n'ai pas, par contre, le montant pour chaque rédaction ou pour chaque média, ce qui fait qu'on arrive à beaucoup plus que 370 journalistes, parce que dans ces personnes, il y a certes des journalistes, il y a aussi des journalistes de données, il y a aussi des développeurs. Sachant que pour Le Monde, encore une fois, 12 personnes, mais uniquement 5 à plein temps.
C'est-à-dire après, parfois, je sais que par exemple, un des journalistes de données qu'on a pas mal vu sur le petit écran suite à la révélation de cette affaire, lui était partagé entre une grande partie des Panama Papers et puis quelques articles de temps en temps. D'ailleurs, il confiait que c'est ce qui lui permettait d'être un peu plus à l'aise vis-à-vis de ses collègues, parce qu'il avait toujours un petit truc à justifier. Oui, bon, je pense que ses collègues ont dû se dire que pendant un an, il n'a pas été très productif. Ils ont dû comprendre la chose par la suite. Voilà, et on arrive donc à la fin de cette présentation. Alors, ce que l'on peut retenir, c'est que déjà, clairement, par rapport aux Panama Papers, on est clairement dans un contexte de données massives, et donc que pour ce faire, on a besoin de technologies adéquates, et ça, le monde open source nous les donne, et il y a pléthore de technologies big data dans ce domaine. On a aussi besoin d'infrastructures, on l'a vu notamment pour la reconnaissance de caractères, mais aussi pour l'hébergement des serveurs web derrière, pour tout ce qui est forum et interface de recherche. Et ça, le cloud computing, à moindre prix, nous le propose. On n'a pas besoin d'acheter nos serveurs et de les administrer. Que la complexité de l'information nécessite un travail en équipe. Et là, on ne raisonne plus non plus en équipe au sein d'un même bureau, on pense mondial. Et que par rapport à tout ça, ce qu'il en ressort vraiment, c'est qu'on est vraiment dans un environnement pluridisciplinaire. C'est-à-dire que l'équipe idéale, c'est d'avoir, pour gérer la partie technique, des techniciens. Alors, ce peut être des techniciens ou des développeurs. Généralement, ce sont des personnes qui portent la même casquette. Des personnes qui ont une compétence métier, parce que là, s'agissant des Panama Papers, on est quand même dans un sujet qui est très précis, donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui s'y connaisse un peu en finance et en droit international. Autrement, si on sort, on risque de sortir une affaire qui va faire l'effet d'un pétard mouillé. Donc c'est pas forcément ce qui est souhaité non plus pour la crédibilité des médias, puis c'est beaucoup de temps consacré. Un petit peu de statistiques aussi, peut-être moins que dans d'autres projets ici, parce que c'est pas tant les chiffres qui intéressaient plutôt que les interactions. Et puis bien entendu, ceux sans qui rien ne pourrait sortir à la fin, ce sont les journalistes. Alors sachant que de plus en plus maintenant, ces expertises peuvent être un peu s'entreboîter. On peut avoir des journalistes qui ont aussi de solides compétences en développement ou des techniciens qui connaissent un petit peu aussi le domaine statistique. Bon, là, je pense qu'en l'occurrence pour le métier, c'est peut-être un petit peu plus à part. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'avoir accès à une équipe pluridisciplinaire, ce qui permet aussi de faire circuler l'information et de ne pas forcément se sentir seul dans ce type de projet. Et pour terminer, il y a deux initiatives là, qui vont bientôt voir le jour. Alors la première est impulsée par l'ICIJ, qui justement a quand même développé énormément d'outils dans le cadre de ces Panama Papers et qui a décidé de lancer une plateforme en ligne qui va permettre justement de proposer un cadre collaboratif pour les journalistes avec des services prêts à l'emploi. Il y en a un par exemple qui va juste consister à uploader ces documents, avoir la reconnaissance de caractère automatique, la catégorisation et puis l'extraction des informations qui nous intéressent. Donc voilà des choses qui peuvent faire gagner du temps, même si on travaille dans une rédaction à une échelle plus locale et que l'on n'est pas forcément membre du consortium. Et puis, bien entendu, de partager avec la communauté de journalistes et de journalistes de données, même pourquoi pas avec des ONG aussi, qui peuvent être apporteuses d'affaires ou de données. Donc ça, c'est la première initiative. Je n'ai pas vu circuler de date de livraison là-dessus. Et une autre initiative, là qui vient du Global Editors Network. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai eu. Rue 89, en fait, est membre en fait, de cet organisme. Et pareil, ils vont aussi lancer une plateforme, alors là, qui est un peu plus ambitieuse. C'est toujours dans le but de faire collaborer les journalistes, mais ça va être aussi un moyen de mettre gratuitement ou pas à disposition des données ou des compétences. Après, c'est à chacun de voir, donc ça va plus être comme un journalism store, on va dire, un magasin du journalisme où chacun pourra aller puiser ce qu'il veut ou avoir accès à certaines compétences dans tel ou tel domaine. Et là, c'est annoncé pour fin 2017. Normalement, je ne me porterai pas garant des dates indiquées ici.